Le 20 juillet 1944, 16 h, Bendlerblock, Berlin. Le général Friedrich Olbricht saisit le téléphone et donne l'ordre qui, dans son esprit, doit libérer Berlin du régime nazi. 6 heures plus tard, il se tient dans la cour de ce même bâtiment, face à un SAD peloton d'exécution. L'homme qui a conçu tout le plan Walkyrie ne verra plus l'aube se lever. Son nom reste dans l'ombre de Stauffenberg. Mais sans Olbricht, l'opération Walkyrie n'aurait sérieusement existé. Friedrich Olbricht est né le 4 octobre 1888 à Leipzig, fils d'un professeur, pas une famille noble comme beaucoup d'autres conspirateurs, un officier bourgeois qui a gravi les échelons grâce à sa compétence et non par son origine. En 1907, il entre dans l'armée saxonne. Première guerre mondiale, capitaine, blessé à 2 reprises, croix de fer de première classe. Il a vu ce que la guerre signifie vraiment. Les tranchées boueuses en France, des milliers de morts pour 100 mètres de terrain, attaques au gaz, camarades SAD mutilés. Après la guerre, il reste dans la Reichswehr, tacticien, stratège, organisateur. Ce sont précisément ces compétences qui feront de lui plus tard l'homme parfait pour un putsch. Lorsque Hitler arrive au pouvoir, Olbricht est déjà colonel. Il observe la nazification de la Wehrmacht avec une horreur croissante. Les meurtres de la SA lors de la nuit des longs couteaux en 1934, les lois raciales de Nuremberg en 1935, la démission forcée de Blomberg et Fritsch en 1938. La Wehrmacht est devenue l'instrument d'un criminel. Mais Olbricht ne se tait pas intérieurement. Il commence à nouer des liens. En 1940, il devient chef de l'Office général de l'armée. Un poste administratif à première vue, de la bureaucratie ennuyeuse, planification du personnel, acquisition de matériel. Mais ce poste ennuyeux lui donne accès à quelque chose de décisif, l'armée de remplacement. L'armée de remplacement, les troupes de réserve en Allemagne même, des centaines de milliers de soldats. Olbricht perçoit la possibilité. Ces troupes pourraient être mobilisées, non pas pour la défense, mais pour un coup d'État. Hiver 1941-42. Olbricht élabore un plan d'urgence. Opération Walkyrie. Officiellement conçu pour le cas d'une révolte d'ouvriers forcés ou d'un effondrement de l'ordre suite à des bombardements alliés. Hitler lui-même approuve ce plan. Mais Olbricht intègre un deuxième niveau, caché, déguisé. Les ordres sont formulés de manière à pouvoir être utilisés à la fois pour une véritable situation d'urgence et pour un putsch. Génial! Hitler avait approuvé sa propre chute, sans le savoir. Olbricht travaille en étroite collaboration avec Henning von Tresckow. Tresckow est le moteur idéologique. Olbricht est la tête organisatrice. Ensemble, ils peaufinent le plan pendant des années. Mais un plan a besoin du bon moment et du bon homme. En 1943, Klaus von Stauffenberg rejoint la conspiration. Après sa blessure en Afrique du Nord, bras gauche perdu, 2 doigts de la main droite, un œil, Stauffenberg devient chef d'état-major auprès du commandant de l'armée de remplacement, directement sous Olbricht. Les 2 hommes se reconnaissent immédiatement, des âmes sœurs. Tous 2 savent qu'Hitler doit mourir pour que l'Allemagne puisse survivre. Olbricht initie Stauffenberg à chaque aspect du plan Walkyrie. Les ordres par téléscripteur, les mouvements de troupes, les positions clés à occuper, ministère de la propagande, radio, quartiers généraux de la SS, quartier général de la Gestapo. Le plan est précis. Berlin doit être sous le contrôle de la Wehrmacht en quelques heures. La SS neutralisée, la direction du parti arrêtée. Une nouvelle Allemagne proclamée. Mais tout dépend d'une condition. Hitler doit être mort. 15 juillet 1944, première tentative. Stauffenberg a accès à une réunion de situation avec Hitler à la Wolfschanze. Bombe dans la mallette. Mais Himmler et Göring ne sont pas présents. Le plan est d'éliminer les 3 simultanément. Stauffenberg n'active pas la bombe. De retour à Berlin, Olbricht attend. Des heures de tension. Le téléphone sonne. Stauffenberg. Abandonné. Olbricht expire. Soulagement? Frustration? Les deux. Le moment est manqué, mais il y en aura un autre.
20 juillet 1944, deuxième tentative. Cette fois, on n'attendra pas. Hitler seul suffit. À 12h42, Stauffenberg quitte la baraque, à la Wolfschanze. 2 livres d'explosifs dans la mallette, sous la table des cartes. 10 minutes plus tard, explosion. Mais ensuite, la nerveuse confusion, communication perturbée. Felguidel, l'officier des transmissions, doit appeler immédiatement. Mais son appel est ambigu. Quelque chose de terrible s'est produit. Le Führer est, surpris, vivant. Olbricht attend-il une confirmation? Non, il agit. 16 heures, Olbricht sait que chaque minute despère. Même si Hitler a survécu, il est blessé. Communication chaotique. La fenêtre de tir est maintenant. Il donne l'ordre, Walkyrie. Les téléscripteurs crépitent dans toute l'Allemagne. Opération Walkyrie. Le Führer Adolf Hitler est sérieux. Des chefs de parti sans scrupules tentent d'abuser de la Wehrmacht. La Wehrmacht assume le pouvoir exécutif. Le mensonge est nécessaire. Sans lui, les troupes ne suivront pas. À Berlin, la mobilisation commence. Bataillon de garde Großdeutschland sous le commandement du commandant Otto Ernst Remer. Les chars roulent, les soldats occupent les bâtiments gouvernementaux. Olbricht coordonne tout depuis le Bendlerblock, le téléphone dans une main, les ordres par téléscripteur dans l'autre. Il a préparé toute sa vie d'officier pour ce confirmant. Mais alors, mystérieux, Fromm. Le général-oberste Friedrich Fromm, commandant de l'armée de remplacement, le supérieur direct d'Olbricht. Fromm a été informé de la conspiration, s'est comporté passivement, n'a ni approuvé ni trahi. Typique de Fromm, toujours du côté du sarcastique, vainqueur. Lorsque Fromm apprend par téléphone de Keitel qu'Hitler est vivant, il refuse de soutenir Walkyrie. Olbricht Stauffenberg, qui est revenu de la Wolfschanze, n'ont pas le choix. Ils arrêtent Fromm, l'enferment dans son propre bureau. C'est la première erreur critique. Fromm est vivant, Fromm peut attendre, et Fromm se vengera. À Berlin, les résultats sont mitigés. Certaines unités suivent les ordres. Le quartier du gouvernement est partiellement occupé. Le ministère de la propagande encerclé. Mais ailleurs, hésitation, confusion, et puis la voix d'Hitler à la ferme radio. Vers 18h, il devient clair qu'Hitler n'est que légèrement blessé. Sa voix à la radio est l'arrêt de mort du putsch. Le commandant Remer, qui contrôle le quartier du gouvernement, parle personnellement avec Hitler au téléphone. Hitler le promeut sur le champ au grade de colonel. Remer change de camp. Au Bendlerblock, Olbricht sait ce que cela signifie. Le putsch a ça d'échouer. Berlin ne peut pas être tenu, ce n'est qu'une question de temps. 21h, des soldats de la garnison de Berlin, maintenant sous les ordres de Remer, prennent d'assaut le bâtiment du Bendlerblock. Des coups de feu sont tirés, le chaos dans les couloirs. Stauffenberg est touché, blessé au bras. Olbricht se rendit sans résistance. Que pouvait-il faire d'autre? Le putsch était terminé. Fromm fut libéré. Et Fromm avait maintenant un problème énorme. Il avait été impliqué, passivement certes, mais impliqué. Il devait prouver sa loyauté, rapidement, brutalement. 23h, Fromm convoqua une cour martiale immédiate. Juge, Fromm lui-même. Accusateur, Fromm. Verdict, Hongrie, prédéterminé. 4 hommes furent condamnés à mort. Olbricht, Stauffenberg, Merz von Kirchheim, Haeften. Olbricht écouta le verdict sans calme émotion. Il avait su que cela pouvait arriver. Un général se prépare à tous les scénarios, même à sa propre fin. Peu avant 1h du matin, le 21 juillet, les 4 hommes furent conduits dans la cour. Les phares d'un camion éclairaient la scène. Peloton d'exécution improvisé, un mélange de soldats SS et de la Wehrmacht. Des témoins rapportèrent plus tard de l'agitation. Les gardes avaient peur des bombardements britanniques. Presque chaque nuit, des avions britanniques survolaient Berlin. Les exécutions furent hâtives, efficaces. Pas de longs discours finaux, pas de cérémonie. Olbricht fut le premier. Il partit calmement. Un général jusqu'au dernier moment. Droit, discipliné. Les coups de feu éclatèrent.
Friedrich Olbricht était mort. Son corps fut d'abord enterré dans l'ancien cimetière Saint-Mathieu. Mais le régime nazi ne laissait même pas les morts en paix. Sa dépouille fut exhumée, incinérée au crématorium de Wilmersdorf, les cendres dispersées sur les champs d'épandage berlinois. Pas de sépulture, pas de souvenirs. C'était ce que voulaient les dégoûtants nazis. Mais ils ne pouvaient pas effacer l'histoire. Après la guerre, le rôle d'Olbricht devint lentement plus clair. Des documents refirent surface, des témoignages de survivants, des recherches historiques. Spiegelbild einer Verschwörung d'Hans Adolf Jacobsen, publié en 1984, mit à jour des documents secrets du Reichssicherheitshauptamt. Ces documents montraient qu'Olbricht n'était pas seulement un complice, il était l'architecte. En 1993 parut une biographie d'Helena P. Page, General Friedrich Olbricht, ein Mann des 20. Juli. Enfin un livre qui se consacrait à son œuvre. Aujourd'hui, le Bendler Block abrite le mémorial de la résistance allemande. La cour où Olbricht a été fusillé est un lieu de mémoire. Une plaque de bronze rappelle son souvenir et celui des 3 autres qui sont morts cette nuit-là. Mais demandez à 100 Allemands dans la rue, qui était Friedrich Olbricht? La plupart seraient incapables de répondre. Stauffenberg est connu, des films ont été tournés sur lui. Mais Olbricht? Pourquoi cette injustice? Peut-être parce qu'Olbricht n'était pas un héros dramatique, pas un conte charismatique. Il était un citoyen, un organisateur, l'homme derrière la scène, un stratège, pas un acteur. Mais c'est précisément ce qui le rendait indispensable. Sans le travail préparatoire d'Olbricht pendant des années, Stauffenberg n'aurait eu aucune infrastructure, pas d'armée de remplacement à mobiliser, pas de téléscripteurs pour préparer des ordres, pas de plan pour ce qui devait se passer après l'attentat. Olbricht savait quelque chose que beaucoup oublient. Un attentat seul ne suffit pas. Il faut un État qui fonctionne ensuite, un gouvernement qui prenne la relève, des troupes qui obéissent, des lignes de communication qui soient contrôlées. L'opération Walkyrie était plus qu'un attentat. C'était un changement de gouvernement complet, planifié dans les moindres détails, et Olbricht avait réfléchi à chaque étape. Le plan a-t-il échoué? Oui, mais pas à cause d'une mauvaise préparation, mais parce qu'Hitler a survécu, parce que Reimer a changé de camp, parce que la communication a échoué au moment crucial. Si la bombe avait tué Hitler, l'histoire aurait suivi un cours différent. Berlin serait tombé en quelques heures aux mains de la Wehrmacht, Himmler arrêté, Goebbels arrêté, une nouvelle Allemagne proclamée. Des millions de vies auraient pu être sauvées. La guerre aurait été achevée à l'été 1944 au lieu de mai 1945. Pas de bataille de Berlin, pas de fin de l'Holocauste, seulement avec la libération des camps, pas d'occupation soviétique de l'Europe de l'Est. Tout cela tenait à 13 minutes. Hitler a quitté la baraque 13 minutes plus tôt que prévu. 13 minutes, la différence entre la victoire et la défaite, entre la vie et la mort, entre une Allemagne libre et 10 mois d'enfer supplémentaires. Olbricht connaissait le risque, il l'a fait quand même, c'est ça le courage. Aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, nous devons nous demander, que devons-nous à ces hommes? Ils ont tout sacrifié, leur carrière, leur famille, leur vie, pour une chance, une désespérée chance de libérer l'Allemagne d'un criminel. Ils ont échoué, mais leur échec était plus honorable que le succès de ceux qui se sont tus. Après la guerre, l'Allemagne a eu une relation compliquée avec le 20 juillet. Certains considéraient les conspirateurs comme des traîtres, des soldats qui ont rompu leur serment. Dans les années 1950, c'était une opinion répandue. Ce n'est que lentement, au fil des décennies, que l'image a changé. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des héros, comme la preuve qu'il y avait une résistance, que tous n'avaient pas collaboré. Mais cette reconnaissance est venue tard, trop tard pour les familles qui ont été stigmatisées pendant des décennies, trop tard pour la justice. La famille d'Olbricht a survécu, sa femme, Ève, ses enfants. Mais ils ont vécu dans l'ombre de la famille du traître pendant les premières années d'après-guerre. Ce sont les années 1960 qui ont apporté la réhabilitation.
Il vaut la peine de réfléchir à une chose. Olbricht a développé Walkyrie à partir de 1942. Cela signifie 2 ans de planification. 2 ans où chaque jour comportait le risque d'être découvert. 2 ans où chaque conversation, chaque document, chaque appel pouvait signifier la fin. Imaginez cette nerveuse pression. Se réveiller chaque matin en sachant « aujourd'hui, la Gestapo pourrait venir ». Se coucher chaque soir en sachant « c'est peut-être la dernière nuit en liberté ». Et continuer malgré tout, planifier méticuleusement, formuler des textes pour le téléscripteur, chercher des alliés, établir une confiance dans un monde où la confiance pouvait être mortelle. Ce n'est pas un acte héroïque hollywoodien, c'est un courage silencieux, épuisant, constant. Le 20 juillet, lorsqu'Olbricht a donné l'ordre Walkyrie, il savait déjà que les chances étaient faibles. La communication depuis la Wolfschanze était incertaine, mais il a agi malgré tout. Pourquoi? Parce qu'attendre aurait signifié manquer la dernière chance. Parce que la prudence aurait signifié que tout avait été vain. Parce qu'un officier qui planifie un putsch pendant 2 ans ne doit pas hésiter au dernier moment. Olbricht n'était pas un fanatique, il était un pragmatique. Il savait, même un putsch raté envoie un message. L'Allemagne a résisté, tous n'étaient pas des nazis. Il y avait des officiers prêts à mourir pour une autre Allemagne. Ce message a atteint le monde. Les Alliés ont été informés du 20 juillet. Ils ont reconnu qu'il y avait une autre Allemagne. Cela a aidé après la guerre. L'Allemagne n'était pas seulement une nation de bourreaux, il y avait aussi une résistance. Si vous regardez cette vidéo, vous découvrez une histoire qui a été réprimée pendant décennies. Une histoire qu'on ne trouve pas dans les manuels scolaires. Une histoire qui prouve que la résistance était possible, même au cœur de la Wehrmacht. Ce n'est pas une histoire abstraite, c'est un héritage. Chaque semaine, je fais des recherches dans des archives allemandes, polonaises et israéliennes. Je parle avec des historiens. Je vérifie chaque date, chaque source. Ce travail est coûteux. Il prend du temps, mais il est nécessaire. Car si nous oublions Olbricht, nous oublions que le courage était possible. Si nous oublions le 20 juillet, nous oublions que des Allemands ont combattu Hitler. Le bouton Super Thanks en bas n'est pas seulement un soutien pour une chaîne, c'est un soutien pour que ces histoires soient racontées, que l'on n'oublie pas Olbricht une deuxième fois. Vous n'êtes pas seulement des spectateurs, vous êtes des gardiens de la mémoire. Vous vous assurez que le sacrifice de ces hommes n'a pas été vain. Olbricht aurait pu se taire en 1944, faire carrière, survivre. Au lieu de cela, il a tout risqué. Que faisons-nous ? Allons-nous transmettre son histoire ou allons-nous le laisser retomber dans l'oubli? Aujourd'hui, le 20 juillet est considéré en Allemagne comme un symbole de la résistance. Chaque année, le 20 juillet, il y a une cérémonie officielle au Bendler Block. Le président de la République prend la parole, le ministre de la Défense. Des soldats de la Bundeswehr déposent des couronnes. Mais combien de ceux qui écoutent connaissent le nom d'Olbricht? Combien savent qu'il a développé le plan? C'est ça la tragédie. Stauffenberg est devenu le visage de la résistance, l'officier aristocratique, l'attentat dramatique, la bombe sous la table. C'est digne d'un film. Olbricht est le cerveau oublié, le planificateur, l'organisateur, l'homme sans qui rien n'aurait fonctionné. Peut-être est-ce une leçon. L'histoire célèbre les héros visibles, mais le vrai changement a besoin des travailleurs invisibles. Olbricht a travaillé en secret pendant 2 ans. Pas de reconnaissance, pas de gloire, seulement du risque. Et à la fin, une balle dans la cour du Bendler Block. Est-ce que ça en valait la peine? Pour Olbricht, oui. Il est mort pour ses convictions. Il est mort debout. Il est mort en soldat, qui a suivi sa conscience au lieu de son fureur. Pour l'Allemagne, oui. Le 20 juillet montre au monde, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu de la résistance. L'Allemagne n'était pas un régime nazi monolithique. Il y avait des gens qui savaient ce qui était juste et qui sont morts pour ça. Pour nous aujourd'hui, oui, parce que l'histoire d'Olbricht nous enseigne. On n'a pas besoin d'être parfait pour résister.
On n'a pas besoin d'être un comte, pas besoin d'être charismatique. On peut être un officier bourgeois, un organisateur, un planificateur, et quand même, écrire l'histoire. Pensez-y, la prochaine fois que vous pensez « Je ne suis pas assez important pour changer quelque chose », Olbricht n'était pas une superstar, c'était un officier administratif, mais il a changé l'histoire. Son plan a échoué, mais son héritage, non. Dans la cour du Bendler Block où Olbricht est mort, il y a aujourd'hui une sculpture, un homme nu enchaîné, le guerrier mourant de Richard Scheib, érigé en 1953. L'inscription dit « Ici sont morts pour l'Allemagne ». Pour l'Allemagne, pas pour Hitler, pour l'Allemagne. Voilà la différence. Olbricht se battait pour son pays. Hitler était l'ennemi de son pays. Il a fallu des décennies à l'Allemagne pour comprendre ça. Aujourd'hui, c'est un consensus, mais en 1944, c'était de la haute trahison. Olbricht le savait, il l'a fait quand même. Qu'est-ce que le patriotisme? Suivre son Führer peu importe où? Ou servir son pays, même contre le Führer? Olbricht a répondu à cette question avec sa vie. Le 20 juillet 1944, lorsque les premiers téléscripteurs ont commencé à crépiter, Olbricht savait, il n'y a pas de retour en arrière. Soit le putsch réussit, soit il meurt. Pas de juste milieu, pas de fuite, pas d'exil. Il a quand même appuyé sur le bouton. C'est ça la détermination. Aujourd'hui, on se demande parfois, aurais-je résisté? Aurais-je eu du courage? Olbricht nous donne la réponse. Le courage n'est pas une qualité innée, c'est une décision, chaque jour. Pendant 2 ans, il a choisi la résistance chaque jour, jusqu'au dernier jour. Sa vie s'est terminée dans la cour du Bendler Block, mais son idée, que les officiers sont tenus envers une conscience supérieure à leur serment, survécu. La Bundeswehr a été fondée après la guerre sur ce principe. Des citoyens en uniforme, des soldats qui réfléchissent, qui ont le droit de remettre en question les ordres, qui doivent résister à un État injuste. Voilà l'héritage d'Olbricht. Pas seulement une opération ratée, mais une nouvelle éthique militaire. L'héritage de l'opération Walkyrie est allé bien au-delà de cette nuit au Bendler Block. Dans les semaines qui ont suivi le 20 juillet, la Gestapo a commencé sa chasse impitoyable. Plus de 7000 arrestations, près de 5000 exécutions. Des hommes et des femmes, des soldats et des civils, des nobles et des bourgeois. Roland Freisler, le tristement célèbre président du tribunal populaire, a mené des procès spectaculaires. Il hurlait sur les accusés, les humiliait. Des officiers en uniforme devaient comparaître en civil, sans ceinture, tenant leurs pantalons avec leurs mains. Les nazis voulaient les rabaisser, mais beaucoup ont conservé leur dignité. Le général Ludwig Beck, l'ancien chef d'état-major, a tenté de se suicider le 20 juillet au Bendler Block. Il a échoué. Un sous-officier a dû lui donner le coup de grâce. Beck avait été l'un des premiers à s'opposer au plan de guerre d'Hitler, dès 1938. Il l'a payé de sa vie. Karl Friedrich Goerdeler, le chancelier désigné après le putsch, a été capturé en août 1944. Il s'était caché pendant des semaines. Une récompense d'1 million de Reichsmarks pour sa capture. Il a été pendu en février 1945, quelques semaines avant la fin de la guerre. Erwin von Witzleben, général, qui aurait dû commander la Wehrmacht après le putsch, Freisler lui a hurlé dessus pendant le procès. Witzleben a répondu calmement, avec dignité. Il a été pendu le 8 août 1944 à Plötzensee, avec du fil de piano, lentement, cruellement. Hitler a fait filmer les exécutions. Albrecht Merz von Quirnheim, le chef d'état-major d'Olbricht, est mort à ses côtés dans la cour du Bendler Block. Il avait 39 ans, marié, 3 enfants. Sa femme, Hilda, a survécu à la guerre et a lutté pendant des décennies pour la réhabilitation de son mari. Henning von Treschow, le cerveau idéologique de la conspiration, s'est suicidé le 21 juillet sur le front de l'Est. Il savait ce qui allait arriver. Ses derniers mots à Fabien von Schlabrendorf, « Le poids moral d'un homme ne commence qu'à partir du moment où il est prêt à donner sa vie pour sa conviction. » Ces mots résument tout. Treschow, Olbricht, Stauffenberg, ils connaissaient tous le risque. Ils l'ont fait quand même. Mais pensez aussi aux familles.
Sippenhaft, les nazis ont arrêté les épouses, les enfants, les parents, les frères et sœurs. Les familles des conspirateurs ont été envoyées dans des camps de concentration. Les enfants ont été placés dans des foyers sous de faux noms. Les nazis voulaient effacer la lignée. Nina Gräfin von Stauffenberg, l'épouse de Claus, enceinte jusqu'aux dents, fut arrêtée. Son 5e enfant, né en janvier 1945, elle ne le vit que des mois plus tard. Les enfants furent arrachés à la famille, une véritable déchirure. Eva Olbricht, la femme de Friedrich, survécut à la guerre, mais elle vécut pendant des années dans l'ombre. Ses enfants durent expliquer pourquoi leur père était un traître, un fardeau insupportable. Ce n'est que dans les années 1960 que commença la réhabilitation. Trop tard pour beaucoup, qui avaient vécu dans la honte, une cicatrice indélébile. Voilà la tragédie cachée. Ce ne sont pas seulement les hommes qui sont morts, des familles entières ont été détruites, des générations traumatisées. Un coût humain colossal. Mais elles restèrent fortes, les veuves, les enfants. Ils conservèrent la mémoire, ils se battirent pour la reconnaissance, ils refusèrent de voir leurs maris et pères comme des traîtres. Un combat acharné pour la vérité. Aujourd'hui, nous leur sommes reconnaissants. Sans leur persévérance, le nom d'Olbricht serait depuis longtemps oublié. Un héritage précieux. Le Bendlerblock lui-même a une histoire intéressante. Après la guerre, il devint le quartier général de l'administration militaire soviétique. Plus tard, le ministère de la Défense de la RDA. Puis, après la réunification, le ministère de la Défense de la République fédérale. Un lieu chargé d'histoire. Mais la cour où Olbricht mourut, devint un lieu de mémoire. En 1953, la sculpture en bronze fut érigée. En 1980, le musée de la Résistance ouvrit ses portes. Aujourd'hui, des milliers de visiteurs viennent chaque année. Un pèlerinage de souvenirs. Ils se tiennent au même endroit où des projecteurs éclairaient 4 hommes, où des coups de feu ont été tirés, où le sang a coulé, où des héros sont morts. Un lieu de mémoire et de recueillement. Cette connexion physique est importante. L'histoire devient réelle quand on touche l'endroit, quand on ressent le poids du sérieux passé. Il y a une question qui est souvent posée. Le putsch aurait-il pu réussir? Une interrogation perpétuelle. Les historiens débattent. Certains disent, même si Hitler était mort, Himmler aurait pris le relais. La SS était puissante, la Wehrmacht seule n'aurait pas gagné. Un avis partagé par beaucoup. D'autres disent, les premières heures auraient été décisives. Si Berlin avait été fermement sous contrôle, d'autres villes auraient suivi, Munich, Francfort, Hambourg. La Wehrmacht avait les armes, la SS était dispersée. Un scénario plausible. Nous ne le savons pas. L'histoire n'a pas de conditionnel. Les si n'existent pas. Mais une chose est sûre, les conspirateurs croyaient que c'était possible. Sinon, ils ne l'auraient pas tenté. Olbricht était un stratège. Il ne planifiait pas des missions suicides. Il planifiait une prise de pouvoir sérieuse. Une opération militaire de grande envergure. C'est ce qui rend son échec d'autant plus tragique. C'était proche, si proche. Une opportunité SAD. 13 minutes. Si Hitler était resté 13 minutes de plus dans la baraque, l'explosion aurait été mortelle. La bombe était assez puissante, mais Hitler était plus près de la porte. La lourde table en chêne a amorti l'explosion. 4 personnes sont mortes dans la baraque, mais pas Hitler. Le destin en a décidé autrement. Ces coïncidences déterminent l'histoire. Une table, 13 minutes, une position dans l'espace. Des détails infimes, aux conséquences immenses. Et à cause de ces coïncidences, Olbricht est mort. Des milliers d'autres sont morts. La guerre a duré 10 mois de plus. Un prix terrible à payer. Parfois, l'histoire est cruellement aléatoire. Un jeu de hasard macabre. Mais la décision d'Olbricht n'était pas aléatoire. Elle était réfléchie, planifiée, consciente. Un acte de courage délibéré. Dans les archives de Berlin, il y a aujourd'hui des documents, des originaux de textes Fernschreiber de l'opération Walkyrie, l'écriture d'Olbricht sur des notes, des plans d'organisation, des listes de troupes, des preuves tangibles de la préparation.
Ces papiers sont touchants. On voit la planification méticuleuse, le professionnalisme, le sérieux, le dévouement à la cause. Ce n'était pas une conspiration improvisée, c'était une précision militaire appliquée à un coup d'État, une opération chirurgicale pour sauver l'Allemagne. Quand vous voyez ces documents, vous comprenez, Olbricht n'était pas un rêveur, il était réaliste, il y croyait parce qu'il l'avait calculé, une conviction profonde et convaincue. Cela rend son sacrifice encore plus significatif. Il n'est pas mort pour une fantaisie, il est mort pour un plan bien pensé qui a échoué à cause de la malchance, un destin tragique. Aujourd'hui, lorsque les recrues de la Bundeswehr prêtent serment, cela se fait souvent le 20 juillet, au Bendlerblock, à l'endroit où Olbricht est mort, un lieu de passage et de transmission de valeurs. Il jure de servir la République fédérale, mais il jure aussi de refuser les ordres qui violent la dignité humaine, un engagement solennel envers les principes. C'est l'héritage d'Olbricht, une armée qui pense, qui s'interroge, qui peut dire non, une armée avec une conscience. La Wehrmacht avait une obéissance aveugle, la Bundeswehr a une conscience éclairée, une différence fondamentale. C'est la différence, et Olbricht a contribué à créer cette différence, par son exemple, par son sacrifice, un modèle de courage et de responsabilité. Il y a encore une dimension à l'histoire d'Olbricht qui est souvent négligée. Il n'était pas un résistant depuis le début. Il avait servi le régime nazi pendant des années, une part de son passé difficile à assumer. En tant que chef de l'Office général de l'armée, il a organisé des troupes qui ont envahi la Pologne, en France, en Russie, dans des pays que l'Allemagne a attaqués. Une sérieuse implication directe dans la machine de guerre. Ses mains n'étaient pas propres, il faut le dire, une vérité sérieuse, incontournable. Mais à un moment donné, nous ne savons pas exactement quand, il a changé. Peut-être les rapports sur les massacres à l'Est, peut-être la radicalisation croissante du régime nazi, peut-être des expériences personnelles que nous ne connaissons pas, un déclic personnel qui l'a, surpris, fait basculer. Il a décidé « assez », un cri du cœur. Cette transformation est importante. Personne ne naît parfait. Le courage moral se développe, parfois tard, une évolution possible pour tous. Olbricht nous montre, il n'est jamais tard pour faire ce qui est juste, même si l'on a commis des erreurs auparavant, même si l'on est coupable, l'espoir reste permis. Le remords seul ne suffit pas, mais le remords plus l'action, c'est la rédemption, une voie vers le pardon et la réparation. Olbricht a agi, il a tout risqué pour corriger ce qu'il avait permis, un acte de courage et de repentance. C'est ce qui le rend humain, faillible, mais finalement héroïque, une figure complexe mais inspirante. Nous ne devrions pas attendre des héros parfaits, nous devrions honorer les personnes qui changent, qui apprennent, qui corrigent, qui assument leurs erreurs et se redressent. Olbricht était une telle personne, un exemple de résilience et de rédemption. Aujourd'hui, son nom figure sur des plaques commémoratives, des rues portent son nom, des casernes, des écoles, des symboles visibles de sa contribution. Mais les noms sur les panneaux ne suffisent pas. La vraie mémoire, c'est connaître l'histoire, la complexité, les nuances, l'ensemble du récit. Olbricht n'était pas un saint, c'était un soldat, avec tout ce que cela implique, un homme de son temps, avec ses contradictions. Mais quand le moment est venu, il a choisi la bonne voie. Un choix décisif qu'il a défini. C'est ce dont nous devrions nous souvenir, un acte de courage face à l'adversité. 20 juillet, chaque année, un jour de commémoration, un jour pour ne pas oublier. Pas seulement pour Olbricht, pour tous ceux qui ont résisté, qui ont dit non, qui ont payé de leur vie. Un hommage à ceux qui ont osé défier la tyrannie. Ils ne sont pas morts en vain, ils sont morts pour une idée. L'Allemagne pouvait être meilleure, devait être meilleure, un espoir pour l'avenir. Après la guerre, l'Allemagne est devenue meilleure. Démocratie, état de droit, droits de l'homme, un nouveau départ. Les conspirateurs du 20 juillet n'ont pas vu cette Allemagne, mais ils en rêvaient. Et ils sont morts pour cela, un sacrifice pour un idéal.
Nous vivons dans leurs rêves, c'est notre privilège et notre responsabilité, un héritage à préserver. Noblesse oblige, nous devons préserver ce qu'ils aspiraient à faire, défendre ce qu'ils n'ont pas pu vivre, un devoir envers ceux qui ont donné leur vie. La démocratie n'est pas une évidence, l'état de droit n'est pas garanti. Chaque génération doit les reconquérir, non pas avec des armes, mais avec engagement, avec vigilance, avec mémoire, un combat permanent. Olbricht nous le rappelle, son histoire résonne encore aujourd'hui. Son histoire est inconfortable, un général qui a servi le régime, puis s'est rebellé contre lui. Pas un récit propre, pas une morale simple, une vie complexe. Mais c'est précisément pourquoi elle est importante, parce que la vraie vie est compliquée, les vraies décisions sont difficiles. Le vrai courage ne signifie pas avoir toujours raison, mais faire ce qui est juste même quand c'est difficile. Mais plutôt de se corriger lorsqu'on s'est trompé. Olbricht s'est corrigé au prix de sa vie. N'oublions jamais cela. Son corps a été brûlé, ses cendres dispersées, son nom devait être effacé de l'histoire. Mais nous le prononçons, nous racontons son histoire, nous honorons son sacrifice, un sacrifice confirmé, ultime. Les nazis ont perdu, Olbricht a gagné, pas le 20 juillet 1944. Mais dans l'histoire, dans la mémoire collective, dans l'héritage qu'il nous a laissé. Dites-moi en commentaire quel moment de l'histoire d'Olbricht vous a le plus touché. Était-ce ces 2 années dans la clandestinité? Le courage d'avoir ordonné l'opération Woulkiri alors qu'Hitler avait survécu? Ou la dignité avec laquelle il a accepté sa fin tragique? Racontez-moi ce que vous en pensez. Je lis chaque commentaire et je réponds au plus grand nombre possible. Car cette conversation sur le courage, sur la résistance, sur les décisions difficiles est exactement ce qu'Olbricht aurait voulu. Il n'est pas mort pour le silence, il est mort pour une Allemagne qui discute, qui remet en question, qui se souvient, qui n'oublie jamais. Soyons cette Allemagne. Friedrich Olbricht, général, organisateur, conspirateur, héros. Un homme qui voulait libérer Berlin et qui a été fusillé la même nuit, mais dont le nom continue de vivre, dont le courage inspire, dont le sacrifice nous interpelle à jamais.